Bienvenue dans Dance Lab, le podcast dynamique et éducatif où la passion de la danse rencontre le monde de l'entrepreneuriat, du bien-être, de la santé mentale et bien plus encore. Des conseils, des histoires, des conversations captivantes avec des experts et des personnalités où recommandations et partage d'expériences enrichissent le quotidien des danseurs et pas que. Je suis Maïwenn Bramoulet, danseuse professionnelle aux multicasquettes, passionnée de danse depuis toute petite, ayant pour objectif de lever les voiles sur les fantasmes et les clichés du métier. En vous partageant toutes les facettes, les difficultés, les richesses et les challenges que ce métier comporte. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à me laisser une note et un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Et si tu souhaites participer au podcast, écris-moi. Aujourd'hui, j'accueille Mélodie Molinaro, comédienne, chanteuse, autrice et fondatrice de l'association Derrière le rideau, une association engagée dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le spectacle vivant. Vous avez peut-être déjà vu Mélodie sur scène dans Chicago, Grease, La Boule Rouge ou aux côtés des Coquettes à l'Olympia ou au Grand Rex. Vous l'avez également peut-être déjà entendue à travers ses chroniques dans Télématin ou en tournée avec ses propres créations comme Zourou, Au-delà des mots. Mais aujourd'hui, c'est une autre facette de son parcours que l'on explorera ensemble, celle d'une artiste engagée, lucide et profondément concernée par les réalités souvent tues du milieu culturel. Nous parlerons de harcèlement moral, sexuel, verbal, physique, des silences institutionnels, du traumatisme secondaire, mais aussi de guérison, de prévention et de résilience. Mélodie nous partagera comment elle a mis en place des ateliers thérapeutiques et également des formations pour accompagner les victimes. Pourquoi ce travail est-il nécessaire mais aussi épuisant et comment cherche-t-elle à fédérer une énergie collective ? Un épisode essentiel pour ouvrir les yeux, prendre conscience et peut-être commencer à transformer certaines pratiques dans nos milieux artistiques pour amener de la bienveillance, briser l'isolement et créer du lien là où il y a souvent du silence. Bonjour Mélodie. Bonjour Maïwenn. Ravie de t'avoir à mes côtés pour cet épisode qui risque d'être un petit peu chargé, je pense, oui. et qui pourrait peut-être remuer aussi certaines personnes qui écouteraient cet épisode. Donc je préfère prévenir dès le début que ça pourrait secouer. Donc ne pas hésiter à faire des pauses sur cet épisode, voilà, pour prendre soin aussi de soi. Complètement. Écoute, pour commencer, petite question habituelle, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et ce qui t'a amené aussi à fonder cette association ? Mon parcours, j'ai fait une école de comédie musicale, chant, danse et théâtre. J'ai eu de la chance de très vite travailler, donc ça c'est cool. J'ai fait plein de spectacles musicaux aussi, j'ai fait du théâtre, donc ça c'était chouette aussi d'alterner un peu les deux. Et j'ai voulu fonder l'association Derrière le rideau en 2020. Suite à une histoire qui est sortie dans le milieu de la comédie musicale. Et en fait, quand cette histoire est sortie en 2020, donc post-confinement, il y a vraiment eu on le savait. Et là, j'ai fait, comment ça, on savait ? Je dis, oui, on savait qu'il aimait bien les jeunes filles, qu'il était un peu border. Je fais, d'accord. Et donc on le savait et on a attendu tout ce temps parce que je crois que les faits remontaient à peut-être 2006 ou je sais plus les dates, je me trompe peut-être. Mais en tout cas, et puis il y avait déjà eu des choses avant, je crois, dans les années 90. Donc si tu veux, il y avait ce truc donc ça fait plus de 10 ans, même 20 ans voire, que ce mec continue de travailler et que visiblement, on sait qu'il est violent, qu'il a des comportements répréhensibles et c'est ok en fait. Et donc moi ça a été vraiment l'élément déclencheur de me dire ok, je sais quoi cette omerta, enfin un peu naïve de me dire ok, il y a vraiment une omerta et qu'est-ce que je peux faire à mon petit niveau pour justement libérer cette parole là et faire en sorte que on n'ait plus à se dire oui non mais on le savait, tu vois. Donc j'ai eu envie de créer, ça m'est venu l'idée de créer un podcast où les gens Derrière le rideau est à la base juste un podcast où les victimes témoignent anonymement de ce qu'elles ont pu vivre dans le cadre d'un casting, d'une formation, d'un spectacle. Et voilà, l'idée c'était qu'elles puissent partager leur histoire, d'être protégées puisque c'est sous forme anonyme et pour le coup de dénoncer, on va dire, tout ce système du milieu du spectacle et tout ce système aussi où on a appris à banaliser les violences. Et c'était vraiment pour pointer du doigt tous ces comportements qu'on a appris à tolérer, à accepter et voilà, et de dire en fait ça c'est pas ok. La plupart de ces choses-là sont
interdites par la loi, même toutes. Donc voilà, c'est levons ce voile, brisons ce silence. Et donc voilà, c'était vraiment cette envie-là de créer ce podcast-là pour qu'il y ait un espace pour pouvoir en parler librement et qu'on pointe vraiment du doigt des comportements qu'on a trop longtemps banalisés. Et se sentir moins seul aussi, moins complètement. Coupable de certaines choses, que souvent en tant que victime, on a cette sensation d'être coupable de quoi que ce soit, pas du tout. Bien sûr, et puis effectivement, tu fais bien de le soulever, il y a aussi cet effet, et ça a été ça d'ailleurs les premiers épisodes, j'ai reçu beaucoup de messages de soutien et de personnes qui ont eu cet effet miroir et de se dire « Waouh, quand j'ai écouté l'histoire, ça m'a révoltée, j'ai pas compris pourquoi sur le moment ça m'a révoltée, et quelques jours plus tard j'ai dit mais en fait c'est parce que j'ai vécu la même chose, et merci à cette personne d'avoir pris la parole, parce que du coup c'est une personne qui souvent a voulu ensuite témoigner, ou qui m'a partagé son histoire en me disant bah oui en fait je sais pas si j'aurais porté plainte, mais en tout cas de savoir que d'autres personnes ont vécu ça, ça me rassure aussi d'entendre une autre forme de parole, ça me donne une forme de légitimité aussi. Il y a beaucoup cette question-là de est-ce que je suis légitime en tant que victime, est-ce que effectivement est-ce que je l'ai pas cherché, cette culpabilité, tu vois, donc il y a toute cette ambivalence qui est très complexe, donc effectivement cet effet miroir a été très nécessaire et a vraiment permis à ce que d'autres personnes témoignent et se sentent moins seules. Complètement. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a un organe qui s'appelle le cerveau, qui est très intelligent et qui, pour nous protéger, oublie et masque certaines choses qu'on aurait pu vivre. Et donc c'est vrai aussi que d'entendre parfois des témoignages, ça peut nous ramener quelques souvenirs qui sont pas très positifs, mais en tout cas de se dire ok, en fait ça je m'en souvenais pas, mais parce que mon cerveau a voulu aussi me protéger en l'oubliant, mais je l'ai vécu. Ouais, complètement. L'amnésie traumatique, on n'en parle pas souvent, ou même l'état de sidération, c'est souvent des choses, même encore aujourd'hui, je trouve en 2025, dans les procès qu'on peut voir, où il y a vraiment oui mais comment c'est possible qu'elle s'en souvienne pas, oui mais pourquoi elle n'a pas réagi, pourquoi, en fait c'est comme tu l'as dit, c'est l'instinct de survie. Chimique. C'est chimique qui fait le corps se dissocie pour survivre et pour ne pas sentir les violences en fait, pour pas souffrir, même si la mémoire corporelle se souviendra toujours de ce que t'as pu vivre malheureusement, mais effectivement il y avait cette volonté là aussi de en libérant la parole peut-être de réactiver chez certaines personnes des souvenirs et de lever ce voile, de dire en fait moi aussi j'ai vécu ça et pour moi aussi c'était pas ok, et de sortir un peu effectivement de cette amnésie traumatique, de cette dissociation, de cet état même de sidération, et sont des mots qui commencent à venir un peu dans le jargon mais qui sont trop sous-estimés selon moi, et on le voit bien dans les procès comme il y a pu y avoir sur le procès de Gisèle Halimi, c'est encore des choses qu'on a encore du mal à capter, cet instinct de survie et cet fabuleux outil quand même qu'est notre cerveau et qui fait tout pour nous protéger. C'est ce pourquoi tu as ressenti le besoin de t'engager plus activement sur la question des violences dans le spectacle vivant, ou est-ce qu'il y a autre chose, est-ce qu'il y a un moment déclenchant même dans ta carrière? Toi, tu m'as parlé en 2020 qui avait eu sortie de Covid, ce dont tu m'as parlé au début de l'épisode. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses, des témoignages, ou aussi des personnes que tu as pu entendre dans le milieu du spectacle? En fait, ça a été un mix de tout, ce qui était assez fou. Là, tu vois, on parlait d'amnésie traumatique et tout ça. Mais c'est en continuant, enfin, en recueillant les témoignages, en écoutant, en me disant, mais attends, mais aussi... Toi aussi, t'as vécu des choses. Je le savais, mais pareil, je les avais un peu mises sous le tapis. Donc oui, j'ai été agressée en casting, j'ai été sur des spectacles où j'ai été maltraitée. Il y a eu vraiment tout un truc où moi aussi, ça m'a fait tout un processus de reconstruction aussi, et de prise de conscience sur toutes les violences que j'avais pu vivre et que j'avais aussi banalisées, ou pour lesquelles je me sentais encore coupable. Donc ça a fait un petit effet boule de neige d'échanger avec d'autres personnes aussi. Et de me souvenir aussi d'histoires de copains, copines qui m'avaient partagé ça, et à l'époque je disais ça tique, il y a un truc qui me dit c'est pas ok, mais bon, apparemment les 3/4 des gens considèrent que c'est normal, donc c'est peut-être moi qui suis anormale de penser que c'est pas normal. Donc voilà, il y a vraiment eu un peu cet effet de boule de neige où moi-même, dans ce processus de fonder l'association, j'ai beaucoup évolué et avancé en prenant conscience de moi-même les violences que j'avais pu vivre et que je n'avais pas forcément considérées.
Et donc du coup ça fait pas mal écho, et même avec du coup les personnes qui font partie de mon cercle proche, de mes amis, ça a créé des débats et des ouvertures d'esprit et des vraies prises de conscience, et ça, et donc des moi, espaces de parole. Et des espaces de parole, effectivement, tu as raison, et qui n'existaient pas en fait. Parce que c'est jamais, comme tu l'as dit au tout début, en disant oui, on va parler de choses chargées. Bah oui, parce que ça fait peur de parler de ces choses-là, et que c'est pas des choses glamour, c'est des choses très personnelles, très intimes. Donc on n'ose jamais vraiment en parler, et on sait jamais trop à qui en parler. Ouais. Et ce qui a été d'ailleurs assez fou, c'est que j'ai bien senti que c'était plus facile, parce qu'au tout départ, derrière le rideau, moi-même j'étais anonyme. Donc oui, les gens ne savaient pas. Oui, c'est vrai que c'est comme moi, ça qu'on en parlait. Je te suivais au tout début. Ce que j'ai vu, Voilà. c'était anonyme, et même au-delà d'avoir un nom ou pas derrière l'association, Ouais. le pourquoi du comment tu l'as fait me tenait à cœur aussi de suivre ce que tu faisais. Mais c'est vrai que moi aussi, au départ, je me suis dit, pour me protéger, et pour ne pas être stigmatisée dans cette posture militante, ou je me suis dit, je vais être anonyme parce que j'ai peur sinon d'être blacklistée, j'ai peur de... Et ça a été tout un parcours un peu... Bon, j'ai mis 2 mois avant de dire finalement je suis pas anonyme. Mais en fait, ce qui m'a fait prendre la décision de finalement plus l'être, c'est déjà je demandais à des personnes j'appelais à témoigner, mais du coup, t'as besoin de savoir avec qui tu parles. Oui, clairement. Donc clairement, j'ai fait, oui, c'est vrai que... Bon, après, les personnes, je les avais au téléphone avant qu'on se rencontre, donc elles savaient qui j'étais, même si publiquement, on ne le savait pas. Et j'ai vu aussi à quel point c'était donc à la fois rassurant qu'ils avaient besoin évidemment de savoir qui était derrière, mais c'était aussi rassurant de parler à quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas. Ça, c'est souvent plus facile, tu sais, pour ça on dit aller voir des psys, c'est souvent, je trouve, plus facile de parler à quelqu'un qui ne te connaît pas, qui a pas d'affect, que des gens proches qui, mine de rien, projettent des choses de toi, ou qui ont une empathie peut-être plus parce que ils t'aiment. Je trouve ça plus facile de parler à quelqu'un qui est un peu neutre finalement. Et donc ça, c'est la première étape qui m'a fait me dire peut-être qu'il faut que je bascule en non anonyme. Et la deuxième étape, c'est que j'avais peur d'être blacklistée. J'avais peur que du coup on ne veuille plus travailler avec moi, et en fait je me suis dit mais attends Mélodie, si les gens ne veulent plus travailler avec toi parce que t'oses prendre la parole sur ces sujets, parce que t'as envie d'ouvrir un peu des cercles de parole et tout, t'as pas envie de travailler avec eux. Exactement, c'est exactement ce que j'allais dire. Au moment le tri se fait naturellement, tu vois. Oui, voilà, les gens sont pas en accord avec tes valeurs, est-ce que tu partages? Ciao en fait. Voilà, donc je me suis dit gain de temps. Et effectivement, s'ils ont peur que je pointe du doigt parce qu'il y a un comportement qui me plaît pas ou quelque chose, je ne vais pas travailler avec ces gens-là. Exactement. Et justement, on parle de ce milieu. Qu'est-ce qui, selon toi, dans l'organisation du travail artistique, que ce soit les castings, la hiérarchie, l'intermittence, la dépendance à la notoriété, qu'est-ce qui rend les violences plus difficiles à dénoncer ou même à identifier? Il y a beaucoup de choses. Je trouve que le premier souci, c'est que on est dans un milieu où le personnel et le professionnel est très vite mélangé. Il n'y a pas de barrière. Il y a vraiment tout de suite... en fait, on a un métier de corps. C'est nos corps qui sont nos outils. C'est notre personnalité qu'on veut mettre en avant. Et il y a quand même tout de suite cette promiscuité de corps dans les loges, sur scène, sur les plateaux, et ce côté famille, comme on aime à l'appeler, de se dire quand on monte un spectacle, on est une famille. Généralement, t'as tes copains qui sont sur le plateau avec toi. Et puis tu crées du lien, tu rencontres des artistes, des gens qui vont t'inspirer, te nourrir même dans toi en tant qu'artiste. Exactement. Donc si tu veux, il y a tout ce mélange-là qui fait qu'il n'y a pas de cadre. En fait. Et donc du coup, s'il n'y a pas de cadre, il peut y avoir que des débordements, puisqu'en fait on ne sait pas quelles sont les limites. Et du coup, pour moi c'est ça le véritable problème, c'est que on n'apprend pas à poser nos limites, parce que en fait le metteur en scène c'est ton pote, voire ton mec. Donc tu dis oui, je vais peut-être laisser passer les choses parce qu'on s'aime bien, enfin voilà. Ou tu n'oses pas dire non, parce que sinon ça te fait passer pour la fille compliquée avec qui on n'arrive pas à travailler, parce qu'en fait t'es censé te donner corps et âme pour ce spectacle. Il faut te mettre, c'est les termes qu'on nous apprend à l'école, se mettre à nu, quand même très violent comme mot. Se donner à 100%, ne jamais dire non, ne jamais refuser une impro, c'est vraiment, le consentement ne fait pas partie de la formation, si tu veux. Donc à partir du moment où la formation, et dès que sur un plateau, on considère que tout est permis,
et qu'en plus il y a ce mélange pro perso, donc du coup on s'autorise des vannes, on s'autorise d'avoir vraiment des contacts physiques parce que on est copains, donc en fait tout va très vite. Il y a vraiment un mélange où du coup c'est ok, c'est toléré, et que si j'ose poser mes limites, je passe pour la fille qui est compliquée, qui ne veut pas travailler vraiment, tu vois, qui n'est pas déterminée à faire les choses, qui ne veut pas vraiment faire partie de ce milieu ni se mélanger à ces gens-là. Et du coup je trouve que ça crée vraiment des problématiques en fait. C'est là où du coup les débordements sont mais tellement faciles, puisque y a pas de cadre, donc tout est permis. Yes. Je reviens sur les vannes. C'est vrai que parfois, selon le contexte dans lequel tu es, selon si t'as tes potes avec toi sur le plateau ou en coulisses ou peu importe, c'est vrai qu'on est très humour, très second degré dans le milieu. Je trouve qu'on est assez ouvert quand même sur beaucoup de sujets. Et tu vois, par exemple, moi, si j'ai des potes qui connaissent mon humour ou qui connaissent mon histoire de vie et qui me font des vannes, tu vois, je sais que ça va me faire rire parce que c'est du second degré. Mais je pense que ça dépend aussi du ton que tu y mets derrière et de la personne qui te dit, qui te fait cette vanne-là. Complètement. Donc c'est sûr qu'il faut, tu vois, mettre un curseur entre les deux, on peut rire de tout, c'est important de rire de tout, et je pense que l'humour fait passer beaucoup de messages. Complètement. Mais je pense que ça dépend y a une manière. Tu sais, des fois, ça peut être fait sous le ton de l'humiliation. Et dans ces cas-là, la vanne, elle est plus très drôle, elle est humiliante. Complètement. En fait, c'est ça aussi, là où il faut être vigilant, c'est qu'il y a aussi l'effet de groupe. Oui. Et après, il y a aussi... Ça dépend dans qui te fait la vanne, encore une fois. Si c'est ton partenaire de scène, donc avec qui tu es au même niveau, on va dire, hiérarchiquement, ça peut être ok. Si toi, ça te fait rire, si ça te met pas mal à l'aise... Par contre, si c'est ton metteur en scène qui est en permanence et dans une vanne, dans une récurrence et tout... Et que tu ne connais pas. Et que tu ne connais pas et qui se permet ça, ça pose un problème. En fait, c'est des agissements sexistes, ça peut aller jusqu'à harcèlement moral, voire sexuel, tu vois. On parle beaucoup du harcèlement scolaire. Et c'est pareil, si t'es sur une troupe et qu'en fait tout le monde te pointe du doigt, te fait la même vanne, tu parlais d'humiliation, au bout d'un moment, ça devient du harcèlement. Parce que c'est tout un groupe face à une personne. Et on sait que ça peut aller très vite. Parce que la peur de l'artiste, c'est de se retrouver seul. Ouais, clairement. C'est d'être incompris, d'être seul et d'être le vilain petit canard. Donc, si tu ne rentres pas dans ce mouvement de groupe qui a décidé d'avoir un bouquet ou une bouc émissaire, tu t'as trop peur de dire du coup je suis pas un bon camarade. Ouais, mais sauf que tu n'es pas un bon camarade en rentrant dans cet effet de groupe et en humiliant une personne pour exister au sein de ce groupe-là. Bien sûr. C'est pour ça où il faut vraiment faire attention. Et aussi, oui, il y a nos spécificités dans nos milieux. Je trouve ça beau, cet effet. Il y a ce côté métier passion. J'aime moi cet effet de troupe. Bien sûr. Mais il y a des choses où tu te marres et c'est important. Parce que je pense que plus tu as une bonne ambiance, il y a une bienveillance, un respect mutuel, plus les spectacles sont beaux. Mais ça bien se sûr. sent, tu vois. Et puis même des fois, tu fais des plans où artistiquement, toi, ça te parle pas, mais par contre derrière, tu sais qu'il y a une équipe de fous. Dans 20 ans, de toute façon, tu vas pas forcément te souvenir que la choré, t'avais la jambe à l'oreille, mais que tu te marrais, que tu te racontais des vannes et que tu t'es fait des potes sur ce spectacle-là, tu vois. C'est ça. Mais il faut aussi prendre le recul sur le fait qu'il y a quand même un cadre légal qui est le droit du travail, où il y a des choses qui ne sont pas acceptables et qui sont même interdites. Donc, comme on a tendance à nous-mêmes nous isoler en disant notre métier, il est fabuleux, il y a quelque chose de très spécifique, oui, mais il y a quand même des rapports hiérarchiques, il y a quand même un cadre où on est salarié quand on est sur un contrat, il y a un employeur, un salarié, et donc du coup, il y a quand même des règles et des choses qui ne sont pas acceptables, et ça revient à ces débordements-là. En fait, le problème, c'est que comme on ne connaît pas assez bien le droit du travail, comme on ne connaît pas assez bien nos droits, ou même les définitions d'harcèlement moral, d'harcèlement sexuel, de ce que c'est réellement dans notre métier, puisque justement, encore une fois, tout est permis et que, venez, en fait, moins on met de cadre, plus il y a de liberté. Non, c'est l'inverse. Il y a du cadre, du coup, il y a de la liberté parce que tu sais jusqu'où tu peux aller. Comme il n'y a pas ces connaissances-là, ça peut très vite basculer dans quelque chose où les gens se sentent acculés ou exclus, ou voilà, où du coup ça crée vraiment
un isolement de certaines personnes qui ne savent pas comment s'exprimer et comment dire non, en fait ça ne me plaît pas. Bien sûr. Cette vanne-là ne me fait pas rire. Mais je pense que c'est important aussi soi-même quand tu reçois la vanne, même si c'est difficile, parce que je peux concevoir que ce soit difficile d'aller parler à la personne, mais de pas hésiter après peut-être à dire à la personne, écoute, je suis désolée, mais en fait ce que t'as dit devant tout le monde, je te prends à part pour en parler, parce qu'on est des adultes et qu'on n'est pas obligé de s'afficher devant tout le monde, parce qu'en fait ça m'a pas fait rire, et point. Et je pense que de toute façon, tu remarqueras très rapidement si la personne en face de toi, elle avait pour but ou pas de te blesser. Exactement. Et si tu vois qu'il y a un espèce de... Ah non, je suis désolée, c'était vraiment une vanne second degré, et je suis vraiment sincèrement désolée que tu l'aies mal prise. Voilà, tu sais que t'as affaire à une bonne personne. Ouais. Par contre, si la personne est oh, ça va, c'était pour rire, bon, là, c'est moyen, quoi. Oui, non, c'est clair. Je reviens sur tu vois, tu parlais de définitions. Est-ce que tu pourrais rappeler un peu des définitions, des exemples des différentes formes de harcèlement, moral, sexuel, verbal, physique, dans le cadre humain, tout simplement? Dans le cadre humain, alors, j'ai peur que j'allais dire professionnel artistique, mais en vrai, c'est humain. Oui, voilà, c'est dans le code pénal. Alors, j'ai peur que ce soit un peu trop didactique et enfin, un peu trop professoral, mais du coup, je vous invite, si vous voulez, à aller voir sur l'Instagram de Derrière le rideau, où on a justement mis ces définitions, mais surtout sur un format ludique de BD informative, où on met vraiment en scène des situations que tous les artistes on a pu vivre, et donc de savoir exactement dans notre milieu quels sont les exemples même du harcèlement moral, du harcèlement sexuel, de l'agissement sexiste, des violences. Qu'est-ce que c'est la différence entre agression sexuelle et viol? Je le dis quand même, un viol c'est quand il y a une pénétration, donc peu importe ce que c'est-à-dire un doigt, un objet, une langue, dès qu'il y a une pénétration, c'est un viol. Voilà, parce qu'on a tendance à dire... à confondre agression sexuelle et viol, et à minimiser du coup ce que peut être un viol. Mais donc voilà, je vous invite à aller voir sur Derrière le rideau, parce qu'on a vraiment ces formats-là. L'idée c'est aussi de rendre la chose accessible et plus facile à la compréhension, parce que lire la loi c'est bien, mais on n'a pas forcément conscience, encore une fois parce qu'on a appris à banaliser ces violences dans notre milieu, de ce que peut vraiment être par exemple le harcèlement moral ou sexuel. Et voilà. Oui, parce que de toute façon, même en donnant la définition, c'est ce qu'on disait un peu en off aussi, c'est qu'il n'y a pas que... On pourrait l'interpréter d'une seule manière, il n'y a pas une seule manière d'harcèlement verbal, il n'y a pas une seule manière d'harcèlement physique. Oui. Donc je vous invite à aller regarder ce que fait Mélodie sur l'Instagram de Derrière le rideau. Je mettrai de toute façon toutes les références dans la biographie de l'épisode. Et je reviens donc sur aussi quelles sont les responsabilités spécifiques des directeurs artistiques, des metteurs en scène, ou même des producteurs, ou même dans des écoles de la prévention des VHSS, donc des violences, harcèlements sexistes et sexuels. On en revient un peu au droit du travail, c'est-à-dire que quand tu es chef de projet, par exemple sur un plateau, si t'es metteur en scène mais que t'es pas l'employeur, mais que t'es quand même metteur en scène, donc du coup t'es le chef de la troupe quelque part. Oui, hiérarchiquement. Hiérarchiquement, c'est toi qui gères cette équipe-là. Ton devoir, c'est de créer un cadre sécurisant et sécurisé pour tous tes artistes. Donc, il y a une vraie responsabilité à être et un vrai engagement à avoir sur le fait que tous les artistes que tu diriges se sentent en sécurité et se sentent bien. Et si jamais il y a quelque chose qui se passe sur ton plateau, c'est de ton devoir de le rapporter du coup à ton employeur, donc le producteur. Vraiment. Et ça... Je mets vraiment un point d'honneur là-dessus, parce qu'on a tendance à dire oui mais non, mais moi de toute façon je peux rien faire, je suis que le metteur en scène, ou si en fait quand ça t'arrange t'es le chef de la troupe, mais quand il y a quelque chose qui c'est pas, enfin voilà, tu te désolidarises, c'est très étrange quand même. Donc il y a vraiment on a chacun une responsabilité individuelle et collective. Vraiment, ça, j'appuie ces mots-là de responsabilité, que pour moi, si on n'agit pas, on est complice d'une certaine façon. Et ça veut dire qu'on accepte la violence qui est subie, quelle qu'elle soit, encore une fois. Et quand on est sur un plateau, et même c'est pas nous qui sommes victimes, mais on est témoins, on a aussi une responsabilité de devoir en parler, d'aller voir la victime, de voir comment on peut l'aider, de le rapporter auprès de l'employeur, parce que pour le coup ce sera l'employeur qui pourra mener une enquête et qui devra même, parce qu'encore une fois ça fait partie du droit du travail et de la loi en fait, concrètement, ça pareil, dans notre milieu, la loi
on l'invente comme on la prend comme elle nous arrange. Donc voilà, c'est vraiment important de se dire qu'il y a quand même une hiérarchie, il y a quand même quelque chose à respecter là-dedans, dans notre milieu où chacun a une responsabilité, ça c'est une évidence. Et quand tu es chef d'une équipe, quand tu as un rôle de gestion de groupe, tu te dois de mettre en place des choses pour que tes artistes se sentent en sécurité, en mesure de parler et de dialoguer si jamais il y a un conflit ou il y a quelque chose qui se passe mal. C'est ça aussi, de créer le dialogue. On parlait de cette vanne où tu le dis à la personne, mais la personne réagit positivement ou négativement, tu vois. Je pense qu'il y a aussi un vrai besoin de cet élan collectif à créer un dialogue, peu importe la place dans laquelle tu es. Et je pense que si tout le monde, dès le départ, dès l'école, on apprenait à verbaliser, à apprendre à poser ses limites, il y aurait moins de violence déjà. Et à les considérer aussi, à considérer qu'on n'a pas tous les mêmes limites, qu'on n'a pas tous les mêmes valeurs, qu'on n'a pas tous les mêmes besoins de temps, d'apprentissage. Et donc ça, je pense que c'est primordial d'apprendre à le faire. Et en tant que chef de troupe, de prendre conscience que tous les artistes que tu as en face de toi n'ont pas les mêmes limites, n'ont pas les mêmes besoins, et de les considérer et de créer un dialogue autour de ça. N'ont pas les mêmes histoires aussi. Exactement, n'ont pas le même parcours en fait. Tu choisis des artistes pour leur authenticité. Donc évidemment qu'ils n'ont pas les mêmes histoires chacun et chacune. Donc tiens en compte. Alors, ça veut pas dire que le metteur en scène ou la metteuse en scène doit devenir ta thérapeute. Ça, faut faire attention, tu vois. Mais je pense que c'est important qu'il y ait un vrai dialogue et que... Mais même une écoute, tout simplement, pour peut-être rediriger la personne vers des professionnels de santé. Exactement. Ou s'il y a un référent ou une référente VHSS. Enfin, voilà. Mais en tout cas, de créer un espace de dialogue et de communication et de responsabilisation surtout. C'est-à-dire, on a tous un rôle à jouer. Et arrêtons de mettre ça aussi sur le fait que on attend que la justice fasse son travail. Non, on voit bien qu'elle est défaillante, cette justice, et avant même que la justice fasse quelque chose, on a tous quelque chose à faire, en fait. Donc, déconstruisons nos pratiques et agissons, s'il vous plaît. Est-ce que, à ton avis, du coup, il existe un déni institutionnel autour de ces violences dans certaines structures culturelles ? Bah oui. Complètement. Et parce qu'on a envie de protéger. En fait, il y a aussi ça, c'est-à-dire que j'ai noté, je vais lire, je peux lire. Oui, voilà. Bien sûr. J'ai noté hier sur le fait que, parce que j'étais à la commission d'enquête hier à l'Assemblée nationale, et mince, faut que je relise. Attends, je vais trouver ce que j'ai. Elle a pris des notes, hein. Moi j'ai le petit carnet devant moi. Attends. Mince, je l'ai vu tout à l'heure. Il y a vraiment ce truc aussi de... Ah oui, voilà. Il y a aussi un vrai problème de système de punition quand une victime parle. Et aussi, parce que du coup, c'est chiant, tu vois, elle parle, elle va un peu casser la dynamique de groupe, tu vois. Et du coup, aussi un système de dissuasion, de dire, si tu parles, ouais, mais regarde, on va pas pouvoir aller au bout de la pièce, on va pas pouvoir aller au bout du spectacle, parce que du coup, on va peut-être devoir arrêter, mener une enquête. Enfin, tu vois, c'est quand même... Financièrement, c'est compliqué, tu risques de mettre tes copains au chômage. T'as un vrai truc de culpabilité, donc oui, il y a un déni. C'est-à-dire que sous prétexte qu'on est dans un milieu précaire qui est compliqué, on te donne la charge de, à cause de toi, parce que tu as parlé, le spectacle ne pourra peut-être pas aboutir. Donc tiens la responsabilité, en fait. Ouais, j'avais noté qu'il y avait la peur des représailles aussi, la honte, le manque d'écoute et peut-être de formation des équipes. Complètement. Et il y a un vrai problème à cet endroit-là, en fait, de dire, si tu parles, qu'est-ce que ça implique ? Et de toute façon, quoi qu'il arrive, ça impliquera forcément quelque chose. Oui, mais donc du coup, qu'on te culpabilise d'autant plus à dire, si tu parles, à cause de toi, le spectacle ne pourra pas se monter, à cause de toi, tes copains vont être au chômage, enfin... Ça, c'est des choses que tu as déjà entendues ? Bien sûr. Okay. Bien sûr, c'est atroce de dire, en fait, on pourra pas... C'est le témoignage, là, de ce que j'ai noté, c'est Sarah Forestier qui en a parlé hier, sur le fait que elle a été agressée sur un tournage, elle a voulu porter plainte directement, et il y a eu toutes les équipes qui ont essayé de la dissuader en lui disant, alors qu'ils avaient été témoins, enfin bref, c'est une sombre histoire, en lui disant, si tu fais ça, on ne pourra pas aller au bout du film. Et tu te rends pas compte des enjeux financiers et tout. Et ça a fait vraiment écho quand j'ai réentendu son témoignage hier, parce que j'ai déjà entendu ça dans notre milieu du spectacle, qui est quand même pas la même économie que les films, mais quand bien même, tu vois, on s'en fout à ce moment-là, si tu veux, et de dire, si tu parles, si
tu risques quand même de nous mettre en porte-à-faux le spectacle. Et donc, généralement, les victimes sont virées ou en arrêt maladie. Ou, enfin, c'est encore très compliqué de considérer vraiment la parole des victimes et de passer à l'action. Et on revient à cet effet boule de neige aussi de groupe, de dire on la soutient, mais finalement, ah oui, on va peut-être se mettre plutôt du côté de l'agresseur ou parce qu'en fait, nous aussi, on a besoin de travailler, c'est un milieu précaire, on sait pas trop. Puis est-ce que vraiment, finalement, elle est vraiment victime ? Est-ce qu'elle a pas un peu cherché ? Est-ce que donc tout est dans un... c'est dans un engrenage et un cercle vicieux qui fait que du coup, qui est de nouveau la victime en ayant déjà été victime, c'est la personne qui a osé prendre la parole. Ouais. Et qui va être isolée, exclue. Et ça, je trouve ça dramatique parce que pour le coup, il y a un vrai déni face à ça. Il y a il y a encore une omerta et il y a un vrai manque de positionnement en fait général face à ça. Est-ce que le mot victime, il est pas trop lourd à porter dans le monde du spectacle ou même de manière générale ? Comment est-ce qu'on pourrait peut-être favoriser un vocabulaire qui stigmatise pas tout en nommant clairement les faits ? Même pour... toi, quand t'es victime, de dire ce mot-là que t'as été victime, c'est dur. C'est dur aussi. Moi, j'aime bien le mot survivante. Parce qu'en fait, survivant ou survivante, on est des survivants dans ces moments-là. J'ai eu un long débat avec une amie qui est engagée dans MeToo Théâtre sur moi j'avais ce discours-là de dire quand t'es victime, t'as été victime à un moment de ta vie, mais ça ne veut pas dire que tu n'es que ça et que tu seras réduite à ça toute ta vie. Elle pense l'inverse en disant si t'as été victime, tu le seras toute ta vie. Après, ça dépend ce que tu décides d'en faire et si toi-même tu t'enfermes dans cette posture-là. Donc je trouve ça assez intéressant dans ces analyses-là. Je pense que ce mot est important. Je pense qu'il faut en tenir compte, toi, et de l'accepter, de dire à ce moment-là j'ai été victime. Ah oui, je dis pas qu'il faut changer le mot. Bien sûr. Du coup, mais par contre, c'est le danger qu'il y a, et on le voit bien avec toutes les personnes qui ont pris la parole, tu vois, Judith Godrèche, Adèle Haenel, même Sarah Forestier. Là, donc, on parle plutôt dans le milieu du cinéma, mais parce que dans le milieu du théâtre... C'est plus visibilisé. Voilà, dans le milieu du théâtre, Dieu sait qu'il y a des victimes, théâtre, danse, comédie musicale. Mais bon, malheureusement, on n'a pas assez de figures de notoriété qui pourraient peut-être prendre la parole et peut-être lancer vraiment un mouvement MeToo au sein de nos institutions, tu vois. Mais en tout cas, on voit bien que ces femmes-là qui ont pris la parole, aujourd'hui... on a la sensation qu'elles ne retravailleront jamais parce qu'elles ont été étiquetées victimes et que ce sera toujours ça. Et il y a un vrai problème par rapport à ça. Parce que, avant d'être des victimes, ce sont des comédiennes, ce sont des artistes. Et comment on déscotche cette étiquette qui fait que, du coup, non, en fait. Comme si, tu sais, ça annulait tout ce que tu avais fait avant, comme si ça annulait tous tes talents, qui tu es. Tu n'es que ça. Et je trouve ça dangereux, en fait. Parce que... mais de toute façon, je trouve que c'est en France, on a un vrai problème avec ça. T'es quoi ? T'es comédienne ? T'es chanteuse ? T'es danseuse ? Elle choisit, en fait. Au bout d'un moment, tu dis, pourquoi je choisirais ? J'ai cette chance-là d'être artiste pluridisciplinaire. Pourquoi tu me demandes de choisir ? Excuse-moi, sans dire que victime, c'est un talent, mais j'ai été victime à un endroit, mais ça n'empêche pas que, du coup, ça m'empêche d'être artiste, en fait. J'ai fait de la cuisine, tu vois, je suis pas pourtant cuisinière, mais je sais cuisiner, ça n'a pas d'intérêt ce que je viens de te dire, mais en tout cas, vraiment d'arrêter de stigmatiser et de coller des étiquettes et même quand t'es engagée, quand t'es artiste engagée, elle c'est une artiste engagée, elle est féministe, oui, et donc du coup ça pose un problème. Et ou pas. Ouais, et ou pas, oui, c'est ça. En fait, c'est pas parce que t'es engagé dans quelque chose que t'es forcément une syndicaliste. Exactement, il y a ce truc très extrême, tu vois, de dire... Pour moi, j'essaie toujours de... Pardon, je t'ai coupé. J'essaie toujours d'avoir un curseur. Ah oui. En fait, tu vois, je trouve que c'est... Chacun, quand il va percevoir l'information aussi, comment est-ce que toi, t'as envie de mettre un curseur sur ça ? Ok, oui, ton propos est intéressant, oui, ce que tu dis, je l'entends, mais moi, j'ai aussi cette vision-là, et du coup, ça te permet de garder, je trouve, un juste milieu, même dans les propos, tu vois. Complètement, et puis ça dépend de la personne que t'as en face de toi. C'est-à-dire que partir du principe qu'une personne a été victime, du coup, dans le travail, ce sera compliqué. Pourquoi ? En fait, cette personne a osé prendre la parole et dire qu'elle a été victime. Donc il y a quand même une forme
déjà déjà, il y a un énorme courage. Est-ce que ça va faire d'elle quelqu'un de fragile, vulnérable, moins professionnel, exactement. Non, en fait, ça fait d'elle une putain de warrior, excuse-moi. Il ou elle. Il ou elle, oui, pardon, il ou elle. Et ça, faut pas. Enfin, c'est quelqu'un qui a osé sortir de l'ombre, qui a fait un travail sur elle. Je pense que c'est hyper important de le voir, d'inverser la tendance. C'est pour ça que je te dis, j'aime bien ce mot survivant ou survivante, de dire on a survécu à un traumatisme. Et on est là encore aujourd'hui et on a envie de travailler, on a envie de créer, on a envie, donc ne nous stigmatisez pas, tu vois, et ne nous excluez pas alors qu'on l'a déjà été. En fait, déjà dans notre parcours de victime, on l'a déjà été suffisamment. Donc s'il vous plaît, en fait, apprenez à vivre avec nous et à ne pas nous coller et nous stigmatiser dans cette posture-là, dans laquelle nous-mêmes, c'est déjà dur d'en sortir, tu vois. Yes. Est-ce que t'as trouvé qu'il y avait t'avais vu émerger une forme de solidarité entre les personnes concernées et du coup, est-ce qu'il y a... Enfin, je pense que oui, il y a une forme de solidarité quelque part. Oui et non. Oui et non. Il y a encore une forme de pudeur et d'illégitimité et je trouve ça dur d'avoir... Enfin, t'as certaines personnes victimes... Alors, si, pour le coup, je reviens sur ma... ce qui était assez fou avec le podcast, donc qui est anonyme, où on ne cite ni le nom des agresseurs et des agresseuses, souvent les victimes de la même personne reconnaissent. Donc si tu veux, il y a eu un truc de personnes qui, quand elles écoutent l'épisode, m'envoient un message en me disant « Oula, j'ai écouté ça, je crois savoir qui est l'agresseur ou l'agresseuse, parce que moi-même, je pense avoir été victime de cette personne. » Et du coup, en général, je les ai au téléphone. Moi, il faut savoir que légalement, je suis dans l'obligation comme j'ai les victimes directes qui me partagent leur histoire, de prévenir. Si jamais, par exemple, tu m'appelles et je vois que tu vas être sur un contrat avec telle personne et que moi, je suis au courant que cette personne a commis des choses, comme on se connaît, c'est de mon devoir de te dire « Coucou Maïwen, je peux pas tout te dire, mais te dire juste fais attention, j'ai des choses sur cette personne-là, sois vigilante, parce que sinon c'est non-assistance en personne en danger. Okay. Si t'arrive quelque chose et que tu apprends que j'étais au courant et que je ne t'ai pas averti, tu es en droit de porter plainte contre moi pour non-assistance en personne en danger. Ah, j'étais pas du tout au courant de ça. Voilà. Et ça, c'est mon avocate qui m'a appris parce que, si tu veux, je récoltais tous ces témoignages. Pour te protéger, toi aussi. Oui, pour me protéger, mais aussi, moi, c'était avant même de me protéger, c'était, mais qu'est-ce que je fais de toute cette liste noire? Qu'est-ce que je fais de tous ces témoignages-là? De voir mes copains, copines continuer de travailler avec ces gens-là et de me dire, je ne peux rien dire, rien faire, c'était atroce. Et en fait, c'est mon avocate qui m'a vraiment dit, si, tu peux les avertir, sans dire telle personne a témoigné, évidemment, mais par contre de dire, j'ai recueilli ça comme témoignage, voilà, je te le donne. Après, ce sera ta décision de décider, chacun fait comme il peut, comme il veut, mais donc ça, c'était hyper important. Donc en fait, quand des personnes me contactaient pour me dire, je crois reconnaître l'agresseur, est-ce que c'est telle personne, je les avais au téléphone et généralement, donc c'est pour revenir ce côté collectif, je demandais à la personne qui avait témoigné dans un premier temps si elle était ok d'être mise en relation avec une autre victime. Et du coup, il y a eu des petits effets quand même boule de neige assez chouettes dans le sens où ensemble, elles se sont encouragées à porter plainte. C'est toujours plus facile à plusieurs que seules. Où elles se sont vues. Et aussi, ça leur a permis, parce qu'on a toujours ce syndrome de l'imposteur, de dire est-ce que vraiment j'ai été victime ou est-ce que voilà... Et de savoir que quelqu'un a vécu la même chose, il y a une sorte de tampon validation de dire bah oui, en fait, ce qu'on a vécu, vu qu'on a vécu la même chose, et on se rend compte que c'est pas ok, et de dire oui, donc ça c'est bien arrivé. Et donc ouais, il y a eu quand même ces petits pôles, on va dire, qui ont émergé. Après, je trouve quand même qu'on manque collectivement d'engagement, et moi ça m'attriste profondément, vraiment. Ok, oui, justement, je voulais revenir sur ça. Parce que tu disais que toi, ça t'épuisait un petit peu aussi. T'es seule aussi à porter ce projet. Vraiment, oui. Même si t'es entourée, parce que tu fais, on en parlera après, mais des ateliers thérapeutiques dont t'accompagnes avec une psychiatre et une psychologue. Mais comment on fait, tu vois, aussi en tant que artiste et humain, juste, au-delà du métier, pour continuer à porter ces sujets sans s'épuiser? C'est très dur. Là, je t'avoue, quand on s'est eu au téléphone, moi, ça fait 5 ans que Derrière le rideau existe. Je commence à fatiguer vraiment parce que je me sens profondément seule en fait, même si j'ai quelques alliés évidemment, mais qui sont là
très ponctuellement en fait dans le cadre d'organisation d'ateliers, mais quotidiennement j'ai pas d'aide. J'ai des personnes qui m'aident sur quelques postes communication, mais en tout cas j'ai l'impression aujourd'hui d'être un des seuls visages dans notre métier de comédie musicale, théâtre, à prendre la parole, à oser me positionner, à oser pointer du doigt ces comportements-là via les comportements répréhensibles via derrière le rideau. Et je t'avoue, j'ai un peu un sentiment de découragement. Moi, je pensais vraiment, en créant l'asso en 2020, qu'il allait avoir un effet boule de neige et un esprit collectif et une envie d'engagement. Et c'est pas le cas. C'est pas le cas parce qu'il y a encore cette peur de si je parle, si je partage même ça, en fait. Moi, ça, j'ai été troublée. Si je partage un post de derrière le rideau, mais j'ai vraiment des gens qui m'ont dit ça. On va croire que du coup, je suis en colère ou que ça me positionne dans une forme de militantisme dans lequel j'ai pas envie d'être ou d'être stigmatisée. Tu dis, waouh, on parle juste d'un partage de post, tu vois. Et qui, pour moi, est beaucoup. Enfin, tu vois, ça met en lumière tout le travail qu'on fait. Et tu dis, rien que le partage d'un post, t'as peur d'être blacklisté ou t'as peur qu'on te... C'est fou quand même. Donc, ouais, tu mais dis... du coup, ça, c'est même pas ta responsabilité en tant que personne qui partage le post. Non, mais bien sûr. Comment les gens vont percevoir ça, c'est pas ta responsabilité. C'est ce que eux et eux-mêmes, ça... Mais donc, du coup, ça montre bien qu'il y a encore un vrai problème d'alignement sur ces combats-là, de prise de position générale. Mais parce qu'en fait, ce manque d'engagement, il est normal quelque part, puisqu'en fait, on sait tous et toutes qui sont les agresseurs. On les connaît tous et toutes. Et on voit bien qu'ils sont toujours en train de travailler. Donc, on se dit, vu que la tendance n'a pas changé, vu qu'il n'y a pas un vrai nettoyage qui se fait, je vais peut-être rester en recul sur le recul. Enfin, tu vois, je vais pas m'engager parce que je vois bien qu'il n'y a rien qui bouge. Et je peux comprendre, hein. Moi, du coup, ce découragement aussi est là. C'est-à-dire que je vois bien qu'il n'y a rien qui bouge. Qu'on déconstruit clairement pas assez nos pratiques. Qu'il y a beaucoup de... Parce qu'on parle souvent des agresseurs, mais on parle pas des complices. C'est-à-dire de tous les gens qui emploient ces agresseurs et qui savent, hein, parce que tout se sait. Enfin, en fait, on va arrêter aujourd'hui de dire qu'on ne savait pas que telle personne... Parce que tout se sait. On a les réseaux, on a les... Donc, on choisit de travailler avec ces personnes-là. On choisit d'employer ces personnes-là. Donc, on est complice. Et ça, tant qu'il n'y a pas une prise de conscience générale, qu'encore une fois, on a tous une responsabilité à avoir là-dedans, ça ne bougera pas. Et donc, je pense qu'il n'y aura pas cet effet collectif. Et c'est ce que j'attendais, puisque on reste très individualiste, en fait. Parce qu'on est dans un milieu précaire, parce qu'il n'y a pas assez de boulot, je l'entends. Chacun fait comme il peut, ça, j'en ai pleinement conscience. Mais sauf que si on se soutenait, s'il y avait vraiment cette solidarité et si on utilisait vraiment à juste titre cette fameuse phrase de grande famille, parce qu'au sein d'une grande famille, théoriquement, on n'a pas envie qu'il y ait des violences. Sauf que dans cette fameuse grande famille, il n'y a que des violences. Donc qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on agit tous ? Et aujourd'hui, il y a un vrai problème à cet endroit-là. On n'agit pas. Et justement, à quoi devrait ressembler une formation de prévention, tu vois, dans une école, peu importe, dans un lieu de production, qu'est-ce qui manque aujourd'hui ? Parce que toi, tu me disais que tu t'organisais aussi des formations dans les écoles. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a aujourd'hui, je donne l'info, on peut se former, en fait, l'AFDAS finance une formation pour être à la base référent VHSS. Mais t'es pas obligé à l'issue de la formation d'être référent. Oui. Mais par contre, c'est 3 jours, c'est que dalle, 3 jours. Où tu apprends tous les fondamentaux. Donc tu vois, on parlait des définitions, on parlait du droit du travail, t'apprends à savoir comment agir aussi dans une situation si t'es victime ou témoin. Cette formation, pour moi, elle est primordiale. Donc elle est payée par l'AFDAS, mais elle n'est pas déduite de tes droits. C'est-à-dire que ça veut... voilà. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Donc tout le monde peut la faire sans dire oui, mais du coup je peux pas faire mon stage avec les directeurs de casting. Je vais devoir attendre. Non, c'est vraiment... Et ça... Pour moi, ça devrait... alors, au cinéma, le CNC l'impose depuis janvier. Tous les gens sur les tournages doivent avoir fait cette formation. Acteurs, techniciens, maquilleuses, tout le monde doit avoir fait cette formation. Ce qui est génial, puisque du coup, ça veut dire que tout le monde a le même vocabulaire. Tout le monde parle de la même base. Et ça, quand du coup, s'il se passe quelque chose, ce sera plus facile de régler le conflit ou de mener une enquête, puisque tout le monde aura eu la même charte en fait finalement et les mêmes règles.
Pour moi, il faudrait que ce soit la même chose quand tu montes un spectacle, que les fondamentaux de la lutte des VHSS soient inculqués à tout le monde. Donc j'invite chacune et chacun, on parlait de responsabilité individuelle, à faire ces formations-là. C'est 3 jours. En plus, c'est génial parce que tu as des débats, tu as des échanges, donc c'est vraiment hyper constructif. Et donc du coup, ça te permet de savoir, toi, dans ton endroit, de savoir quels sont tes pouvoirs, parce qu'on a tous un pouvoir d'action. On a tous un ascendant sur quelqu'un. C'est horrible de parler domination, mais c'est vrai, on a tous un pouvoir sur les autres, avec qui on interagit. Et donc, de manière positive aussi. Et de manière, exactement. Donc il y a ça, que j'invite vraiment grandement tout le monde à faire. Ensuite, dans les formations des écoles, moi effectivement j'organise des formations et c'est ce que je préfère faire vraiment avec Derrière le rideau. Je suis intervenue plusieurs fois au cours Florent. L'idée, j'ai plusieurs formations. Il y en a une qui est sur avant, pendant, après. C'est avant de passer un casting, qu'est-ce qu'il faut faire ? Pendant, qu'est-ce que tu peux faire ? Qu'est-ce qu'on a le droit de te demander ou pas ? Et après, si jamais il y a eu une violence ou quelque chose, quels sont tes champs d'action ? Parce que, comme je l'ai dit au tout début, on nous apprend pas quand on est artiste à poser un cadre. On arrive, on a 18 piges, on rentre dans une école de spectacle, on a des étoiles plein les yeux. Et en fait, ça ne fait pas partie du cursus pédagogique de dire faites attention quand il y a un casting ou quelque chose qui vous tente, de pas plonger tête baissée et renseignez-vous sur... Donc d'où le avant, qui sont les producteurs, qui est la metteuse en scène, quelles sont les conditions, parce que c'est pareil, les conditions, on a tendance à se dire oh waouh, je suis payée, c'est déjà génial. Non, en fait c'est normal, c'est un métier, tu dois être payé. Ça pareil, il faut sortir de ce truc là de un vrai problème par rapport à ça, de dire merci, j'ai été payée. Non, c'est normal en fait. Franchement t'abuses, les répétitions c'est normal que ce soit gratuit. Non, ce n'est pas normal. Voilà, pareil, droit du travail, tu vois. Alors donc, après ça dépend si c'est avec tes potes, si c'est bien sûr une structure qui se lance. Non, mais je suis d'accord, mais c'est juste de considérer, bien sûr, mais c'est juste de considérer que c'est normal de ne pas être payé. C'est inverser ça, c'est juste bien évidemment sûr. qu'il y a des cas exceptionnels et encore une fois tu fais bien ce que tu veux encore à ton endroit. Je précise parce que si jamais y a des non-danseurs ou non-artistes qui écoutent et qui tomberaient que sur cet épisode, peu importe, moi je le répète assez souvent, moi-même ça m'arrive d'accepter Maïwen, est-ce que t'es ok pour une asso de faire une presta gratuite ? Bah ouais, parce qu'en fait la cause de l'association me touche. Exactement, c'est pour ça que je te dis ça dépend. C'est juste là où je mets un point de vigilance, c'est de considérer que c'est normal de pas être payé. Yes. C'est ça en fait. C'est pas de dire ne faites rien, pas payé. C'est juste de dire arrêtons de considérer que c'est normal de ne pas l'être et que limite c'est le Graal quand tu l'es. Non en fait. Ça, faut sortir de ça. Donc voilà, vraiment ces formations sont hyper importantes et aussi de ce qu'on peut demander en casting. Moi je rappelle aux jeunes comédiens, comédiennes de dire en fait en casting vous avez toujours le droit de dire non. Vous avez toujours le droit de ne pas être ok à faire quelque chose et renseignez-vous bien en amont avec... et n'hésitez pas aussi à poser des questions, tu vois, il y a aussi ce truc de si je demande trop, on va croire que je suis pas professionnelle. Enfin, il y a vraiment tout un truc à déconstruire dans les pratiques et dans la façon dont on voit le métier, tu vois, et le milieu. Donc il y a cette formation-là, moi, que j'adore auprès des jeunes comédiens et comédiennes, qui est primordiale et je le fais depuis plusieurs années et j'avoue que je suis très très contente parce que je vois quand même une évolution des mentalités. Et le mouvement MeToo a fait quand même vraiment du bien et les jeunes générations d'après, je pense, sont bien plus conscients et bien plus vigilants sur comment agir, comment poser ses limites et ça c'est vraiment du pain béni parce que je pense que c'est eux qui vont changer le game de toute façon. On a une formation aussi avec une avocate du coup pour justement parler du droit du travail, parler de la loi sur les violences, reparler de toute façon sur les fameuses définitions, je les rappelle, peu importe la formation, je rappelle ce qu'est le harcèlement moral, harcèlement sexuel, violence, agissement, agression parce que il faut que ça rentre au bout d'un moment. Aussi avec cette formation-là, c'est comment porter plainte, quels sont les outils aussi quand on n'a pas les moyens de payer une avocate, vers qui on peut se tourner. Donc voilà, il y a aussi tout ça qui pour moi est primordial. À savoir aussi que une fois que tu as porté plainte, si je dis pas de bêtises, tu peux avoir le droit à une psychologue agréée et tu as droit à entre 5 et 7 séances. C'est ça. Gratuites. Exactement. Donc voilà, pour être accompagné psychologiquement. Exactement, tout à fait. Et il faut pas hésiter à la demander. Ça, on a tendance à pas le savoir, mais donc justement, c'est un peu... À savoir, pardon, aussi, je rajoute que dans les commissariats, il y a des psychologues agréés qui peuvent tu peux demander. te prendre en charge. Ouais, complètement. Et c'est bien de le préciser, merci. Mais effectivement, je pense que c'est d'où ces ateliers de formation qui sont pour moi très importants, parce qu'on le sait pas.
Et puis on sait jamais où trop chercher, tu vois. Donc je trouve ça important aussi d'aller dans les écoles et de parler de ces choses-là. Quand les écoles acceptent que je vienne et que j'intervienne. T'en as beaucoup qui ne veulent pas parce qu'ils n'ont pas de soucis dans leur école, tu vois. C'est bien connu qu'il y a des écoles où il n'y a rien qui ne se passe et que tout le monde est merveilleux et que tout le monde est sympa et qu'il n'y a pas de violence du tout dans leur milieu. Après, peut-être, et tant mieux. Malheureusement, certaines écoles que je ne citerai pas sont celles qui ont été problématiques et bizarrement, la porte n'est pas ouverte à ce genre d'atelier. C'est quand même très dommage. Bon. Et sinon, il y a du coup les ateliers thérapeutiques. Oui, avec donc Mona en psychiatre, c'est ça, Marie psychologue. Pour les personnes victimes de violences dans le milieu artistique. Exactement. Et donc voilà, je vais te poser la question, quelle est la spécificité de ces ateliers et comment vous les avez pensés ? Alors, ces ateliers du coup sont pas, pour le moment en tout cas, proposés au sein des écoles. C'est des ateliers que j'organise une fois par mois les lundis, de 17h à 20h à Paris. L'idée c'est que les personnes qui s'inscrivent à ces ateliers donc ont été victimes dans le milieu du spectacle puissent avoir des outils en fait sur quoi faire. On parlait, tu vois, d'amnésie traumatique, de sidération, de comprendre véritablement psychiquement et corporellement ce qui se passe dans ces moments-là. C'est vraiment 3 heures où il y a de la réflexion, il y a des échanges. On n'est pas du tout obligé de parler de son histoire. Vraiment, c'est pas le but. C'est pas le but. Si t'as envie, tu la partages. Mais l'idée, c'est vraiment que Mona, donc, qui est psychiatre, est spécialisée évidemment dans ce domaine, et Marie, qui est psychologue, est spécialisée évidemment dans le domaine des violences aussi, soit là pour accompagner, écouter, répondre aux questions aussi, de savoir par quel mécanisme on passe. Et il y a donc c'est une fois par mois, il y a une thématique à chaque fois pour justement savoir vraiment ce qu'on va aborder pendant ces ateliers-là. Donc voilà, moi c'est des ateliers qui me tiennent vraiment à cœur, qui pour le moment ne trouvent malheureusement pas assez leur public. Parce que je pense que c'est compliqué de rentrer dans cette démarche-là de reconstruction, de réparation, de se déplacer et de se dire je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Mais moi j'aimais aussi cette idée de groupe, parce qu'on est quand même plus fort quand on est en groupe. Comme on disait, on se sent moins seul. Mais on peut avoir la peur du regard des autres aussi en arrivant de se dire... Exactement. Mais l'idée, c'est de créer vraiment une safe place et de se dire... Et en plus, d'ailleurs, je rebondis sur ça, on fait signer une charte de confidentialité. En disant ce qui se passe dans ce groupe reste dans ce groupe, où vraiment il y a cette protection-là, et je mets un point de vigilance à ça. Le lieu, je le dis vraiment au dernier moment, enfin je ne communique pas publiquement le lieu si jamais tu vois il y a cette peur de que ton agresseur débarque. Exactement. Même je dis aux personnes qu'elles sont pas obligées de me donner leur vrai prénom, enfin il y a vraiment j'ai réfléchi à ça en me disant, je sais à quel point c'est tellement difficile de rentrer dans cette démarche, de dire qu'est-ce que je peux faire pour que les gens se sentent un maximum en confiance. Donc alors il y a aussi le fait que ce soit payant. Avant en fait j'organisais des groupes de parole qui étaient gratuits, sauf que je me retrouvais avec 10 inscrites et 3 personnes qui venaient finalement. Donc j'ai été un peu fatiguée de ça aussi. Donc j'ai décidé à ce que ce soit des ateliers payants, c'est 20 € pour 3 heures, encadrés du coup par une psychiatre et une psychologue, ce que je pense est abordable. Oui, voilà. Et parce que c'est aussi une forme d'engagement, même pour soi. C'est pas face à la structure, c'est toi de dire ok, je rentre dans ce processus-là, ça a un impact, je mets une énergie là-dedans, financière aussi. Et je trouve ça important de considérer que ça a du poids, que ça a un prix. De s'engager là-dedans et dans cette reconstruction et dans cet échange par des spécialistes et professionnels qui sont là pour vraiment accompagner les victimes. Est-ce que tu fais une version en visio ? Je commence à y réfléchir. Ça vient d'arriver dans mon esprit parce que je me dis... ça pourrait être n'importe qui en France en fait dans le milieu artistique et culturel, parce qu'on sait très bien que le milieu artistique et culturel n'est pas centré à Paris, il y a des structures partout dans toutes les villes, métropoles. Complètement. En fait si tu veux je commence à réfléchir à ça. J'ai eu des demandes pour de la visio, le problème et je me suis dit bon pourquoi pas, sauf qu'en fait les gens peuvent enregistrer. Et ça, du coup, ça annule tout ce qu'on vient de dire sur le côté on préserve l'identité, on préserve... Et après, je suis pas allée plus loin dans la réflexion. Ça se trouve, il y a des plateformes où tu peux faire des visios et que tu ne peux pas enregistrer. Enfin, je sais pas. Mais je me demande s'il n'y a pas des espèces de VPN pour oui, peut-être. Parce que
Rien à voir, mais une fois, tu sais, je voulais capter pour un plateau télé que j'avais fait, et en fait, ça marchait pas du tout. Oui. Donc je pense C'est vrai que t'as des choses qui sont très protégées, ouais. mais dans le cadre de la visio, je sais pas, tu vois. Et puis bon, après, tu sais pas si la personne, elle met pas un portable derrière. Ouais, ou, c'est je sais ça. pas. Même si En je pense fait, que... Bon, en fait, je pense que non. que c'est Mais- allez, 0,5% des gens qui seraient capables de faire ça, tu vois. Mais bon, je préfère pas prendre le risque. Et que je sais en plus que je vais avoir ce genre de réflexion de gens qui vont me dire oui, mais du coup, la visio, ça veut dire qu'on est fin. Ou pas, en fait, ça se trouve, je fais une projection, les gens seraient plus à l'aise d'être en visio parce qu'ils sont chez eux et que, de toute façon, avec le confinement, télétravail, tout ça, on est aussi un peu devenu flemmard et que si on peut avoir tout chez nous, c'est mieux, tu vois. Je reviens un petit peu sur ce qu'on disait au début de l'épisode où tu me parlais que tu avais été hier à l'Assemblée nationale pour suivre les travaux de la commission d'enquête sur les VHSS dans la culture. Quelles sont selon toi les mesures les plus urgentes à mettre en place ? Enfin, je sais pas ce qui a été abordé hier. Est-ce qu'il y a des choses que tu auras de dire ou pas ? Oui, j'ai le droit. En fait, il y a déjà la commission d'enquête, ça fait 6 mois qu'elle existe. J'ai été entendue du coup dans le cadre de cette commission en tant que présidente de l'association Derrière le rideau. Et du coup, ils étaient vraiment en demande de solutions. Et ils avaient besoin de concret sur savoir ce qui se passe dans notre milieu. Donc c'était très intéressant. Et ils ont sorti début avril pas le résumé, mais tout le condensé. Merci, le condensé de la commission d'enquête qui s'appelle, attends, je vais te dire, parce que je n'ai plus de mémoire, une machine à broyer les talents. Ok. Et il y a dans cette enquête, résolution d'enquête, t'as plus de 86 propositions de choses à mettre en place, en fait. C'est énorme. Donc c'est énorme, mais du coup, ça montre qu'il y a quand même plein de choses à faire. Et hier, du coup, j'étais invitée à des tables rondes pour aller encore plus loin. C'est-à-dire de dire, il y a ce rapport qui est sorti, c'était ça le mot, rapport. Il y a le rapport qui est sorti. Et donc, 1 mois plus tard, qu'est-ce que selon vous, il y a est-ce qu'il y a des choses à retravailler et tout ? Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas été allées assez loin dans nos réflexions ? Donc c'était très intéressant, très dense, ça durait 5 heures. Et très chaud aussi parce qu'il y avait plein de désaccords. De choses en fonction de milieu du cinéma, du milieu de la pub, des médias. On était un peu tous mélangés. Okay. On n'a pas beaucoup parlé pour moi du spectacle vivant, mais bon, ça faisait partie quand même de la commission dans tous les cas. Et puis les schémas dans le cinéma et dans le spectacle vivant sont quand même globalement les mêmes. Oui. Mais ce qui est ressorti le plus, et je suis raccord avec ça, et ça fait partie notamment des choses dont on a beaucoup parlé là, c'est le fait qu'il y a un vrai problème sur le fait qu'on ne connaisse pas le droit du travail. Et ça, il faut que tout le monde soit formé à ça. Les 3 jours de formation à l'AFDAS. Oui, voilà, exactement. Je le rappelle. Qui est à la fois, on va aborder le droit du travail et on va aborder du coup les VHSS, sur comment agir. Pour moi, il y a ce pôle-là qui est tellement important. Et il y avait aussi toute une réflexion sur comment se passent les enquêtes. C'est-à-dire, quand il y a une enquête, quand il y a une violence dans une troupe, il doit y avoir une enquête. Vraiment, c'est encore une fois, l'employeur a le devoir de mettre en place un système sécurisant et sécurisé pour ses employés. Et donc, s'il y a une violence qui a été rapportée, il se doit de faire une enquête. Le problème, c'est qu'on est dans des milieux où, en fait, celle qui va faire l'enquête, c'est peut-être la meuf de l'agresseur. Enfin, il y a un truc, parce que c'est peut-être la forme de RH dans notre compagnie. Enfin, donc, il y a un truc de, oui, mais alors, elle est un peu biaisée, ton enquête, puisque c'est en interne, mais donc, elle va forcément défendre son mec. Donc, il y a un vrai dilemme sur se dire à quel point on peut faire une enquête interne, enfin avoir quelqu'un qui est en interne et quelqu'un qui aussi est en externe pour avoir 2 poids 2 mesures et que ces enquêtes fonctionnent véritablement. Parce que moi j'ai reçu beaucoup de témoignages de personnes qui ont eu des enquêtes et tout, sauf qu'en fait elles n'ont pas abouti. Il n'y a rien qui a été mis en place parce qu'en fait les personnes qui menaient l'enquête étaient directement concernées ou le même employeur qui était aussi l'agresseur, qui donc évidemment il va pas se faire une enquête en disant c'est bon je m'exclus du truc, tu vois. Donc il y avait vraiment ce gros point là qui était un point un peu qui a été soulevé tout le temps. Il y a pas de solution, je peux pas malheureusement aujourd'hui dire la solution ce serait ça, mais on a vraiment invité à réfléchir, à dire qu'est-ce qu'on fait de ces enquêtes là, comment on les cadre mieux, comment on les met véritablement en place pour que les victimes soient protégées et qu'automatiquement des choses soient mises en place pour pas que ça ne se reproduise et que l'agresseur ou l'agresseuse ou la personne qui a commis ces violences-là soit écartée ou en tout cas il y ait un avertissement, enfin qu'il y ait des vraies choses en fait, des vraies actions.
Yes. Donc voilà. Et tu dis qu'il n'y a pas forcément de solutions qui ont été trouvées, mais toi, qui est aussi dans le spectacle vivant, est-ce que tu aurais des solutions à apporter ? Moi, je pense que c'est important j'ai l'impression d'en avoir donné pas mal là un petit peu, mais donc il y a vraiment ce souci de sensibilisation, de formation, d'agir collectivement. Enfin, moi, j'invite vraiment tout le monde à se mobiliser, en fait. On peut plus attendre, on peut plus espérer que ce soit le copain ou le voisin qui le fasse. On doit arrêter, encore une fois, de se cacher derrière la justice qui est défaillante. Faut pas oublier qu'il y a 94% des plaintes qui sont classées sans suite, en fait. Donc, arrêtons de dire, oui, mais si elle a pas porté plainte, c'est donc sous-entendu, si elle a pas porté plainte, c'est que c'est pas si grave que ça. Et très souvent, au final, quand tu vois aussi qu'il n'y a pas d'avancée sur d'autres procès, toi, tu te dis, pourquoi je vais les porter plainte de toute façon, parce qu'il n'y a pas d'avancée. Et puis, c'est hyper douloureux, tu vois, de porter plainte. Après, attention, il y a quand même des choses qui avancent aussi. Hein. Évidemment qu'il y a des choses qui avancent aussi, mais c'est des mini pas de fourmis. Et donc de se déresponsabiliser en disant, en fait, tant que t'as pas porté plainte, tant que la justice a pas fait son travail, nous on ne fera rien. Je trouve ça très dangereux. Et je trouve ça grave même, parce que du coup c'est un vrai manquement à ton devoir de protéger les autres, tu vois, et de les respecter. Et après... c'est un truc qui me venait que j'ai complètement oublié. J'étais sur le fait d'agir. Ah oui, il y a aussi ce côté, et ça je mets un vrai point d'honneur, à dire, de sortir de cette idée que les victimes sont forcément des menteuses. Le mensonge fait partie de la stratégie de l'agresseur ou de l'agresseuse, pas de la victime. Donc arrêtons de partir du principe qu'une victime, quand elle parle, c'est qu'elle ment potentiellement. Non. On voit bien à des procès, combien de procès les personnes qui ont été finalement jugées coupables, un moment ont admis en disant « oui, c'est vrai, je l'ai fait ». Statistiquement, les agresseuses, je dis quand même agresseurs parce que c'est quand même principalement des hommes, le mensonge fait partie de leur stratégie. Donc inversons aussi cette tendance de dire « c'est une menteuse ». Enfin, peut-être qu'elle me raconte ça, mais peut-être qu'elle ment. Peut-être que non. Non, en fait, le mensonge est de l'autre côté, pas de la personne qui parle. Donc ça aussi, j'invite à vraiment... transformer les pensées, reconsidérer les victimes, prendre conscience de tout le parcours. Donc, en fait, ça implique tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, de la formation, de la curiosité, de la responsabilité individuelle et collective. Il faut qu'on agisse ensemble maintenant et on n'attende pas une commission d'enquête, une loi, parce que ça va mettre longtemps. On l'a bien vu hier, je te dis, j'ai passé 5 heures où on était tous là à être d'accord, pas d'accord, et à dire il y a quand même 86 propositions qui ont été faites, et dans ces 86 propositions, il y a encore des choses à voir, il y a encore des choses à faire. Et on sait que la loi qui va être créée suite à ça, il y aura peut-être 5% qui vont être retenus. Donc n'attendons pas que la loi fasse le travail. On a avant tout, nous, tous et toutes, un pouvoir. Utilisons-le. Yes. Toi, en tant que solo-entrepreneuse de ton association, clairement c'est de l'entrepreneuriat, hein, d'une certaine manière. Ouais, pas payé, mais ouais. Voilà. Aujourd'hui, de quoi tu aurais besoin, toi, pour continuer ton engagement de manière durable ? Est-ce que tu as besoin de financement ? Est-ce que tu as besoin de visibilité ? De quoi tu as besoin ? Tu viin de dire les deux mots. Voilà. En fait, j'ai besoin effectivement de financement parce que ça fait 5 ans que tout est bénévole. 5 ans que j'y accorde énormément de temps et j'ai quand même des bénévoles ponctuels, donc c'est cool. Mais s'il faut... Enfin, je veux que ça prenne plus d'ampleur et j'aimerais encore créer plein de nouvelles choses, sauf que si j'ai pas de financement, si j'ai pas d'appui de la part d'institutions qui peuvent financer ce genre de projet, je vais pas pouvoir aller bien plus loin. Alors j'ai quand même pu, je le précise, quand même créer un festival qui s'appelait le Festival Plus Forte Ensemble en mars dernier à la Nouvelle Scène, et ça c'était une réussite et je suis très fière de ça. Avec Jessie Varin et Swazik Flock, on a organisé un festival d'1 semaine où l'idée c'était de se dire comment lutter contre les VHSS et quel est notre champ d'action. Et donc ça c'était génial sur une semaine d'avoir des tables rondes, de la formation, de la réflexion autour de ces sujets-là. J'ai créé un spectacle immersif où justement on dénonçait les violences qu'on a apprises à banaliser. Donc voilà, et on a eu des soutiens, des appuis, parce que c'était un événement d'1 semaine. Donc c'était génial, merci à toutes les personnes qui nous ont aidés financièrement, mais j'aimerais que cet argent public aussi et certaines institutions puissent aussi redistribuer autrement les aides, notamment aux petites assos comme moi, comme le MeToo Théâtre, comme des personnes, des acteurs et actrices de ce secteur qui nous battons depuis plusieurs années déjà à faire en sorte que les choses changent. Donc il y a effectivement un besoin financier,
Je fais aussi, du coup, je fais ma promo. On a une campagne de dons. Donc ça, si vous voulez faire un don. Évidemment, fais ta promo. T'as complètement raison. T'inquiète pas, moi je la ferai à la fin de l'épisode aussi. Voilà, donc toute participation est bonne à prendre. Oui, bien sûr. Et après, effectivement, tu l'as dit, la visibilité. C'est-à-dire que n'hésitez pas à partager les posts, à mettre en avant les actions qu'on fait, parce que c'est tout. On sait comment on parlait tout à l'heure des algorithmes des réseaux. Plus ce sera partagé, plus ce sera visibilisé. Et puis en plus, on parlait de formation et de sensibilisation. En fait, c'est plus tu partages ces choses-là, plus les gens lisent, s'informent, malgré eux, parce que tu l'as partagé, ils disent « Ah, c'est intéressant, je savais pas que... » Et voilà, ça amène peut-être du coup à des discussions, à des dialogues. Et ça, je trouve ça tellement important qu'on déconstruise nos pratiques et qu'on crée un espace vraiment collectif d'échange autour de ces sujets-là. Donc voilà, de la visibilité. Et après, si des gens veulent s'engager au sein de l'association, j'ai toujours besoin de petites mains, toujours besoin d'aide, parce qu'encore une fois, je crois foncièrement que si on est solidaire et si on est ensemble, les choses vraiment pourront changer bien plus vite. Je suis très d'accord. Voilà. On arrive à la fin de l'épisode. J'ai 3 petites dernières questions. Si des artistes ou personnes, tout simplement, nous écoutent et se sentent concernés mais n'osent pas en parler, qu'est-ce que tu voudrais leur dire ? Je voudrais leur dire qu'ils peuvent m'écrire sur Derrière le rideau. Je suis là pour écouter et pour accompagner si besoin. Et avant même de venir m'en parler, je pense que il faut sortir de cette petite bulle et de se dire que prendre son courage à deux mains et dire j'en parle à quelqu'un de confiance. Et en fait, faut être vigilant sur cette personne de confiance, parce que la personne de confiance que tu crois, enfin tu peux croire qu'une personne est de confiance, et en fait quand tu lui parles de ton histoire, elle va dire ouais non mais quand même excuse-moi, enfin merci de m'avoir partagé ça, mais je trouve que t'exagères un petit peu, ce n'était pas ta personne de confiance. Donc ne perds pas espoir, trouve quelqu'un qui sera dans ce qu'on appelle une écoute active et qui sera en mesure d'écouter ta parole, de recueillir ta parole juste pour toi te décharger et avoir besoin d'un soutien, et qui ne te jugera pas dans ce que tu as vécu. Ça aussi c'est très important, je trouve qu'on a tendance tout de suite, quand on nous raconte une histoire, enfin souvent, à vouloir donner son avis et des conseils, sauf qu'en général la personne qui vient te partager ça est encore dans une vulnérabilité, encore dans un questionnement. La seule chose dont elle a besoin, c'est qu'on l'écoute, pas qu'on commente. Et donc voilà, c'est trouvez vos personnes de confiance et vos soutiens. Si vous les trouvez pas, je suis toujours là pour vous aider. Mais justement, j'annule ce que j'ai dit sur appeler derrière le rideau d'abord. C'est plutôt trouver vos personnes de confiance, parce que justement ça va créer, je pense, un effet un peu écho, et c'est toujours dans cette histoire de vouloir avoir l'effet boule de neige et de collectif et de grossir ces espaces de parole et d'échange et de sortir de cette peur de parler. Donc voilà, trouvez les personnes avec qui vous vous sentez bien, qui sont en mesure de vous écouter, de vous accompagner si besoin. Et ne perdez pas espoir, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas en mesure de vous écouter que ce que vous avez vécu n'est pas légitime et que votre ressenti n'existe pas. Yes, très belle phrase. Merci Mélodie. Pour clôturer doucement l'épisode, est-ce que tu pourrais nous parler de tes projets futurs, artistiques, perso, t'as des voyages prévus, j'en sais rien, des vacances, tu vois, c'est... Alléluia, des vacances, j'aimerais. C'est bien ça aussi, regarde, l'été arrive. C'est ça. Alors j'ai actuellement un spectacle qui me tient à cœur, qui joue au Théâtre de l'Œuvre, qui s'appelle Zourou au-delà des mots, qui est inspiré de mon histoire familiale. Voilà, ça parle de différence, de handicap, de tolérance, donc c'est une autre forme de combat pour moi, de vouloir inclure... il y a un narrateur langue des signes française, donc il y a aussi la volonté d'inclure un maximum de gens au théâtre, de le rendre accessible à toutes et à tous. Voilà. C'est quand ? Alors c'est jusqu'au 25 mai, au Théâtre de l'Œuvre, les dimanches à 18h et lundi à 20h, venez. Et sinon d'actu, je fais la dernière date avec les Coquettes, le 24 juin au Théâtre Antoine. Ce sera ma dernière. Okay. Voilà, et après, vacances au soleil, à la mer, farniente, ce sera vraiment ce dont j'ai le plus besoin. Je pense qu'on a tous besoin de ça, donc t'as tellement raison de prendre des vacances, surtout que, tu vois, on en parlait tout à l'heure en off, mais c'est vrai que dans le milieu, on est toujours à 1000 à l'heure, même pour soi, vouloir se dépasser artistiquement, personnellement, et on prend pas le temps de prendre des vacances, et donc c'est bien de prendre des vacances et de faire une pause. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du dépassement de soi et de toujours repousser ses limites parce qu'on veut être la meilleure version de soi-même, qu'on veut tout faire
postuler à tout, envoyer à tout, et du coup on ne s'écoute plus. Et ça, je pense que c'est hyper important de faire attention à sa santé mentale, à sa santé physique, ne pas prendre des contrats, ne pas faire n'importe quel travail sous prétexte que il faut être partout tout le temps. Écoutons-nous et aussi faisons des choses travaillons avec des gens dans le respect et avant de travailler avec eux, respectons-nous et respectons nos besoins physiologiques et qui sont aussi de l'ordre du repos et de déconnexion, et c'est ok en fait, on n'en sera que des meilleurs artistes en fait. Grave, non, c'est trop important d'aller se ressourcer pour revenir plus fort et avec plus d'énergie. C'est ça. Est-ce que tu auras un dernier mot pour clôturer cet épisode? Merci. Ouais, je suis trop contente d'avoir échangé avec toi. J'ai beaucoup parlé, beaucoup dit plein de choses. J'espère que ça fera en tout cas écho. Le dernier mot, ce serait agir. Agissons maintenant, en fait. Il est temps. Il est vraiment temps que la peur et la honte changent de camp. Yes. Merci beaucoup Mélodie pour cette petite heure de partage. Merci pour tes mots, merci pour ton temps. Si vous avez aimé, apprécié l'épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous, surtout à des personnes qui, ça pourrait faire écho, ou pas, ou juste peut-être pour avoir connaissance aussi de ce qui se passe. Peut-être c'est une manière aussi de s'informer, de se former aussi en écoutant les autres. Donc voilà, de ne pas hésiter à partager l'épisode, de mettre 5 étoiles, à le noter, de ne pas hésiter à envoyer beaucoup de love à Mélodie, à suivre aussi son association sur les réseaux sociaux, donc derrière le rideau, que je mettrai en biographie, et aussi de suivre Mélodie en tant qu'artiste, parce que c'est aussi une artiste. Oui, donc, avant tout. Voilà, et de ne pas hésiter à envoyer des petits messages de remerciements et de nous faire vos retours, tout simplement. Complètement. Merci d'avoir écouté cet épisode. Merci à toi, Mélodie. Merci encore. À bientôt. Ciao, ciao.